aujourd'hui une rencontre au parfum de guerre froide pour reconnecter diplomatiquement les États-Unis et la Russie. Marco Rubio et Sergueï Lavrov représentent les deux pays. Avec ce nouveau train de sanctions qui vient d'être annoncé ce matin contre la Russie. Les Européens ont-ils perdu la raison? À Riyad, on cherche la paix, tandis qu'à Bruxelles, on prépare le 16e train de sanctions. Aujourd'hui, une question s'impose avec insistance. Les Européens aiment-ils réellement les Ukrainiens? L'Europe, qui digère mal sa défaite militaire face à la Russie et peine à accepter sa mise à l'écart par Trump, semble vouloir exister à travers des décisions absurdes. 16e train de sanctions. Si les 15 premiers se sont échoués, le 16e atteindra-t-il sa destination? Peut-être celle des illusions, celle d'un effondrement tant espéré de l'économie russe. Suivons les résultats des discussions entre la Russie et les États-Unis. Nous tenons à exprimer notre gratitude aux dirigeants de l'Arabie saoudite pour l'opportunité offerte d'organiser une rencontre entre les représentants russes et américains. Nous avons exprimé cette reconnaissance personnellement au prince héritier du royaume, Mohammed Ben Salman, lors d'une audience à laquelle nous avons participé avec le conseiller du président russe, Yuri Ushakov. Nous avons discuté pendant environ 1 heure de nos relations bilatérales et de l'importance d'assurer, sinon un accord total dans le monde, ce qui est impossible, du moins la volonté des grandes puissances de maintenir un dialogue normal et professionnel en toutes circonstances, d'essayer de s'écouter mutuellement, de tirer des leçons des événements en cours et d'éviter les conflits et les crises. Cette position du prince héritier Mohammed Ben Salman a été, en substance, reprise lors de nos négociations avec la partie américaine. Le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, a particulièrement souligné, au début des pourparlers, l'importance fondamentale pour chaque pays de s'en tenir à ses intérêts nationaux dans les relations internationales. Nous avons pleinement souscrit à cette idée, tout comme au fait que ces intérêts nationaux ne coïncideront pas toujours. Cependant, lorsque ces intérêts divergent, il est essentiel de gérer ces différences, de ne pas les laisser évoluer de manière incontrôlée, et encore moins de provoquer une confrontation, qu'elle soit militaire ou d'un autre type. Lorsque les intérêts nationaux convergent, il faut tout mettre en œuvre pour unir les efforts et réaliser des projets mutuellement bénéfiques dans les domaines géopolitiques et économiques. La discussion a été très utile. Nous ne nous sommes pas contentés d'écouter, nous nous sommes réellement entendus. J'ai des raisons de croire que la partie américaine comprend désormais mieux notre position, que nous avons exposée en détail, en nous appuyant sur les nombreuses déclarations du président russe Vladimir Poutine, avec des exemples concrets. Concernant les accords conclus, le premier, probablement le plus urgent et, de surcroît, le moins compliqué, est d'assurer la nomination rapide des ambassadeurs de la Russie aux États-Unis et des États-Unis en Russie. Il s'agit également de lever les obstacles qui, depuis de nombreuses années, et surtout sous l'administration de Joe Biden, ces 4 dernières années, ont entravé le fonctionnement de nos missions diplomatiques. Les expulsions incessantes de nos diplomates, auxquelles nous avons dû répondre, les problèmes persistants liés à la confiscation de nos biens immobiliers et bien d'autres difficultés. Un autre problème majeur concerne les transferts bancaires, que l'on tente de nous restreindre. Nous y avons naturellement répondu par des mesures réciproques. Nous sommes convenus que nos adjoints se rencontreront dans les plus brefs délais pour discuter de la nécessité d'éliminer ces barrières artificielles affectant le travail des ambassades et autres missions étrangères de la Russie aux États-Unis et des États-Unis en Russie. Ils ne se concentreront pas uniquement sur des manifestations spécifiques de ces obstacles, mais adopteront une approche systémique afin d'y mettre un terme une fois pour toutes et de faciliter le développement de relations normales au quotidien. Le deuxième accord porte sur la mise en place prochaine d'un processus de règlement du conflit ukrainien. La partie américaine annoncera sous peu qui représentera Washington dans ce cadre. Dès que nous connaîtrons le nom et le poste du représentant américain, comme le président russe Vladimir Poutine l'a dit au président américain Donald Trump, nous désignerons immédiatement notre propre participant à ce processus.
Troisième point, dans une perspective conceptuelle plus large, parallèlement au processus lié au règlement de la crise ukrainienne, nous créerons les conditions pour que notre coopération reprenne pleinement et s'étende à divers domaines. Il y a eu un vif intérêt que nous partageons pour la reprise des consultations sur les questions géopolitiques, y compris les différents conflits dans le monde, là où la Russie et les États-Unis ont des intérêts. Enfin, une grande volonté a été exprimée pour lever les obstacles artificiels freinant le développement d'une coopération économique mutuellement bénéfique. Le chef du Fonds russe d'investissement direct, Kirill Dmitriev, était présent lors de cette partie des discussions économiques. Il a présenté certains problèmes qui pourraient être résolus assez rapidement, au profit à la fois de la Russie et des États-Unis. Pour les États-Unis. Question des médias. Diverses analyses émergent à l'issue de cette rencontre, la plupart d'entre elles étant positives, y compris du côté américain. Pourriez-vous préciser sur quel axe les positions des États-Unis et de la Russie se sont le plus rapprochées, les relations bilatérales ou la question ukrainienne? Une base a-t-elle été posée en vue d'une rencontre entre les présidents russes et américains? Et quelles seront les prochaines étapes? Y a-t-il des réunions prévues à court terme? Par ailleurs, le secrétaire d'État américain a déclaré que tous les participants aux discussions sur la question ukrainienne devront faire des concessions. Savez-vous déjà lesquelles? Réponse de Sergueï Lavrov. Concernant les points sur lesquels un terrain d'entente a été trouvé, ce qui ne signifie pas nécessairement un rapprochement total des positions, j'ai déjà évoqué plusieurs éléments. Nous avons pratiquement acté la nécessité de résoudre une fois pour toutes les problèmes liés au fonctionnement de nos missions diplomatiques. De plus, en matière de dialogue international et de relations économiques, un engagement mutuel a été exprimé pour rechercher des solutions concrètes. S'agissant du dossier ukrainien, comme mentionné précédemment, nous avons convenu que les Américains désigneront leurs représentants, auxquels nous répondrons en nommant le nôtre. Une fois cela fait, des consultations régulières débuteront. Notre rencontre a eu lieu sur décision des présidents, qui ont convenu de travailler à l'organisation d'un futur sommet. À cette fin, les ministres des Affaires étrangères et les conseillers à la sécurité nationale ont reçu pour mission de se réunir afin d'examiner les questions à préparer avant que les présidents puissent discuter concrètement de la date et des modalités du sommet. Dès la fin de votre rencontre, de nombreuses informations ont circulé, évoquant, en s'appuyant sur des sources prétendument proches du processus diplomatique, un supposé plan en 3 étapes sur lequel la Russie et les États-Unis se seraient entendus concernant l'Ukraine. Cette information est-elle fondée? Deuxième question. Avant cette réunion, les États-Unis ont envoyé un questionnaire intéressant à l'Union européenne, demandant ce que l'Europe pourrait proposer en matière de garantie de sécurité pour l'Ukraine. L'un des points abordés concernait le déploiement d'un contingent militaire sur le territoire ukrainien. Quelle est la position de Moscou à ce sujet? Concernant la première question sur l'existence d'un plan en 3 points, je n'ai pas vu cette information ni ces déclarations. Toutefois, en parcourant l'actualité aujourd'hui, j'ai remarqué une référence aux propos du ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, qui, en marge de la conférence de Munich, a affirmé avoir discuté avec le représentant américain Keith Kellogg. Ce dernier l'aurait informé de l'existence d'un plan de règlement. Il n'a pas précisé s'il comportait 3 ou 4 points, mais Sikorski a déclaré qu'il ne pouvait en révéler les détails, tout en qualifiant ce plan d'atypique mais potentiellement intéressant. J'ai posé la question aujourd'hui à Marco Rubio et Michael Waltz pour en savoir plus. Ils m'ont répondu que c'était une fausse information. S'agissant de la deuxième question, il est vrai que les Américains ont adressé à l'Union européenne une série de questions pour mieux comprendre ce que l'UE envisage de faire et comment les États-Unis pourraient y contribuer ou y être associés. J'ai évoqué ce sujet au cours de nos discussions. En particulier, la question d'un éventuel déploiement de forces militaires ou de missions de maintien de la paix après un éventuel règlement du conflit y était mentionnée. Les Américains cherchent à savoir quels pays européens seraient prêts à fournir des contingents. Il est clair que cette question s'adresse aux membres de l'Union européenne. Nous avons expliqué à nos interlocuteurs d'aujourd'hui que nous avons bien noté les déclarations du président Trump, qui a été le premier parmi les dirigeants occidentaux à affirmer clairement que l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN est l'une des principales causes du conflit actuel. Il a également qualifié cela de grave erreur de la part de Biden et de son administration, ajoutant que s'il avait été président, il ne l'aurait pas permis. Dans ce contexte, nous avons rappelé que le président Poutine a souligné à de nombreuses reprises que l'élargissement de l'OTAN et l'absorption de l'Ukraine par l'Alliance Atlantique constituent une menace directe pour les intérêts et la souveraineté de la Russie. Ainsi, l'apparition de troupes des pays de l'OTAN sous un autre drapeau, qu'il s'agisse du drapeau de l'Union européenne ou de drapeaux nationaux, ne change rien sur le fond. Cela reste inacceptable pour nous. Quant à cette nouvelle provocation visant l'infrastructure énergétique du Kazakhstan, on peut évoquer de nombreuses raisons ou tenter de deviner qui,
à Kiev, a donné un tel ordre. Mais une chose est sûre, cela ne peut plus durer ainsi. Il est impératif de remettre ce dirigeant et son entourage à leur place et de les empêcher d'aller plus loin. D'ailleurs, nos collègues américains ont suggéré aujourd'hui l'idée d'un moratoire sur les attaques visant les infrastructures énergétiques. Nous leur avons expliqué que nous n'avons jamais mis en danger les réseaux d'approvisionnement en électricité destinés à la population civile. Nos cibles ont toujours été des infrastructures servant directement les forces armées ukrainiennes. Nous avons également rappelé que lors des discussions sur une éventuelle relance de l'accord céréalier de la mer Noire, les médiateurs turcs avaient déjà évoqué l'idée d'une protection des infrastructures énergétiques. Nous avons exprimé notre disposition à discuter des modalités, mais ensuite Zelensky lui-même a renoncé à cette possibilité. Deuxième question. Cela a-t-il un lien avec leurs déclarations selon lesquelles ils revendiqueraient certains territoires ukrainiens? Je ne sais pas, mais de telles discussions ont lieu, et des hommes politiques en Roumanie ont récemment évoqué cette question. Je ne vais pas spéculer là-dessus. Zelensky a déclaré hier encore qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats des négociations entre les États-Unis et la Russie. Selon vous, quelle est l'importance de la participation de Zelensky aux discussions pour parvenir à la paix? Peut-il espérer y prendre part? Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails, car ce sujet a été largement couvert par le président Poutine dans son récent entretien avec Pavel Zarubin. Je n'ai rien à ajouter. Il est de plus en plus évident que certaines forces tentent d'entraver sérieusement le rétablissement des relations entre la Russie et les États-Unis. Que doit faire la Russie pour empêcher ces tentatives de perturbation et protéger ce processus? Et après 4h30 de discussion en tête-à-tête avec les Américains, pensez-vous que leur volonté de restaurer les relations avec la Russie est ferme? Pour éviter que le processus de rétablissement des relations entre la Russie et les États-Unis ne soit entravé, il faut tout simplement les rétablir. C'est précisément ce que nous avons fait aujourd'hui, et je peux dire franchement que ce n'était pas sans succès. Nous n'avons pas encore tout abordé, et certaines divergences subsistent, mais l'approche conceptuelle du travail à venir avait déjà été définie par les présidents lors de leurs conversations téléphoniques. Nous avons perçu une détermination totale et une volonté concrète de nos collègues américains à aller de l'avant, conformément aux instructions des présidents, de manière active. Nous poursuivrons également ces efforts,